Donc, pour le premier point qui nous amène sur les petites copropriétés, comprendre leur fonctionnement et leurs spécificités, euh, voilà, il y a différentes. Qu'est-ce que petite copropriété, tout d'abord? Donc, sur le plan, on va dire, juridique, en fait, depuis 2006, il y a différentes précisions concernant les seuils de lots, par exemple, euh, ou de copropriétaires, qui font qu'on institue du coup un terme de petite copropriété. C'est notamment le cas donc, des petites copropriétés qui ont moins de 5 lots ou qui disposent d'un budget annuel prévisionnel inférieur à 15 000 euros sur 3 ans. Donc ça peut être pas forcément que lié au lot d'habitation, mais également sur le budget prévisionnel que peut rentrer la définition d'une petite copropriété. Euh, cette particularité fait qu'elles sont soumises à des règles identiques aux copropriétés de gros volume. Toutefois, elles bénéficient malgré tout d'un régime plus souple et des mesures spécifiques qui peuvent s'y appliquer, encore plus même lorsqu'il n'y a que deux copropriétaires. Après, sur les petites copropriétés, il y a aussi une définition, on va dire, plus statistique. Alors là, c'est tiré notamment de sources de l'ADEME et aussi de CEREMA. Non, c'est les sources de l'ANA, pardon. Donc aujourd'hui, 80% des copropriétés sur le territoire comportent 20 logements et moins. Euh, donc ce qui représente du coup un énorme panel des copropriétés sur le territoire national. Cependant, il y a aussi 66% de ce panel qui est composé même de copropriétés avec 10 logements ou moins, et encore 45% qui peuvent l'être en comptant 5 logements et moins. Donc voilà, c'est vrai que sur la petite copropriété, aujourd'hui, il y a vraiment un bouquet qui est extrêmement étoffé. euh, et avec la définition statistique, on en ressort, on va dire, trois grandes catégories: moins de 20 lots, moins de 10 lots et moins de 5 lots. Et tout cela pour dire que même au niveau de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ils ont aussi fait un pas pour s'ouvrir sur les petites copropriétés depuis l'année dernière, 2024, pour adapter un petit peu leur dimensionnement au niveau du taux de résidence principale, c'est-à-dire que les copropriétés de moins de 20 lots peuvent bénéficier d'un petit peu moins de copropriétaires, de propriétaires occupants, c'est-à-dire 65% des lots, pour pouvoir bénéficier de ma prime rénov' copropriété. Ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'on est au-delà de 20 lots, il faut avoir au minimum 75 lots des résidences qui soient de l'habitat. Voilà pour la partie petite copropriété. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, pour bien les repérer aussi, il y a des marqueurs qui sont, qui sont ressortis par le biais de différentes études. Euh, je les ai référencés là. Euh, donc, comme on vient de le voir, grosso modo, on commence à énumérer le terme de petite copropriété pour une copropriété constituée de moins de 20 lots. Également, il est très souvent du fait que ce sont des copropriétés en cœur de ville, c'est-à-dire plutôt dans les centres-villes historiques, voilà, des anciennes monopropriétés qui auront été cédées par lot et du coup qui sont constituées en copropriété. Donc on les retrouve essentiellement, pas que là, mais beaucoup en cœur de ville. Également, elles ont aussi une spécificité, c'est que elles ont globalement assez peu d'équipements communs. Voilà, pareil, c'est le registre national d'immatriculation des copropriétés de 2023 qui nous sort ce chiffre, que 78% des copropriétés de moins de 10 lots ont un chauffage individuel. Donc voilà, c'est vraiment un facteur très souvent partagé par les petites copropriétés. De ce fait, de ne pas avoir de système de chauffage collectif et parfois même très peu de lots communs, du coup, il y a des dépenses, c'est-à-dire le budget annuel de la copropriété, qui est relativement bas, du fait par rapport à ses homologues des copropriétés plus grosses, du fait que justement, il n'y a pas de charge de chauffage collective et avec assez peu de communs. Du coup, donc, voilà, ça crée des dépenses relativement faibles annuelles.
Et puis, il y a un gros facteur aussi qui est la date de construction. Il y a deux gros créneaux de date, un gros parc de 1948, avant 1948 et avant 1974. Donc 71% des copropriétés de moins de 10 logements datent de 1974. Donc juste à contrepartie, pour un rappel, 60% pour l'ensemble des copropriétés sont avant 74. Là, c'est vraiment 71% pour les moins de 10. Et ensuite, même 47% des copropriétés de moins de 10 lots sont d'avant 49. Alors que pour les copropriétés de toute catégorie d'âge, c'est plutôt 35%. Enfin, sur les typologies de petites copropriétés, on retrouve aussi la valeur architecturale forte. J'ai essayé de mettre en image cette copropriété en centre-ville. Voilà, très souvent, on a ce facteur-là aussi à intégrer, en tout cas comme type de marque. Parfois aussi, bah, elles sont un peu moins bien organisées que des grosses copropriétés. Donc, euh, voilà, les copropriétés, on vient de voir sur comment elles se sont constituées, quels sont leurs traits typiques pour les reconnaître. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur un un point aussi qui est qu'elle cumule très souvent un peu les difficultés d'un côté de la maison individuelle et de l'autre côté de la copropriété. Je vais commencer par ce billet-là, pardon, qui est sur le coût des travaux et des études. Globalement, alors, ce sont des moyennes. J'ai pas mis les sources parce que c'est vraiment sourcé par tout un tas de sources différentes au niveau national, métropolitain. Voilà, pour vous donner un exemple, donc, j'ai divisé en trois catégories, on va dire les petites copros de moins de 10 lots, les copros moyennes de 30 lots et ainsi que les copropriétés de 100 lots ou plus. Bah, pour un même travail d'isolation de toiture, on va être à peu près à 2500 euros par lot pour des petites copros de 10 logements, alors qu'on serait plutôt à 1500 euros par lot pour des grandes copropriétés de 100 lots. On retrouve la même chose sur du changement de chauffage collectif, quand il y en a, et aussi sur les études, audit énergétique ou assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est l'assistant qui est obligatoire pour le dépôt de dossier de demande d'aide MaPrimeRénov'. Euh, Parfois, il peut être subventionné, mais parfois, il faut l'avancer. Et bah, pareil, hein, on voit que ça peut être vite un audit et une assistance de maîtrise d'ouvrage à 1200 euros par lot sur des copropriétés de 10 lots, ainsi que là où vraiment ça baisse énormément, on peut être à 250 euros par lot pour des grosses copropriétés. Donc, à comparer un peu comme la maison individuelle, on va avoir des coûts travaux études assez importants. Notamment, là, je rentre plus dans le détail des études avec, par exemple, les études de maîtrise d'œuvre. Alors ça, par contre, en termes de source, c'est notre source de notre territoire. Hein. L'ASDER, on est en Savoie. Donc, c'est sur les projets que nous suivons avec Cyril qu'on nous avons référencés. Euh, et du coup, on a, vous voyez tout en bas à gauche, des copropriétés qui sont avec 5 lots ou moins, un autre échantillonnage entre 5 à 10 lots, 11 à 15 lots, et 16 à 20 lots, et ainsi de suite. Et on voit bien, hein, en termes de coût d'une étude de maîtrise d'œuvre par logement, euh, sur un avant-projet, on est à 3 000 euros pour une copropriété de moins de 5 lots, alors que sur une copropriété de 30 lots, on va être à peu près à 500 euros. Donc voilà sur les aspects vraiment des coûts d'études qui ressemblent beaucoup à la maison individuelle. Et sur les travaux également, hein, on a encore cette notion, toujours pareil, hein, ce sont encore des sources de l'ASDER sur notre territoire, sur les devis qu'on a pu observer dans les projets que nous accompagnons et que nous avons accompagnés. Euh, Pareil, hein, c'est un même échantillonnage, d'abord des copropriétés de moins de 5 lots, où on va être sur des coûts d'isolation de façade à environ 19 000 euros pour moins de 5 lots. Euh, Tandis que dès qu'on va par logement, hein, enfin non, pardon, par rapport à la taxe pour la copropriété, et ainsi de suite, on voit que à partir de 20 à 30 lots, on commence à vraiment diminuer ce coût par appartement. Euh, il y a un vrai échelon au-delà de 20 lots. Donc il y a vraiment un sujet des petites copropriétés en dessous de 20 lots.
comme on peut le voir sur cette difficulté des coûts et d'études. Ensuite, comme les copropriétés, hein, parce que là, c'était vraiment pour montrer que la petite copropriété, elle a deux points de difficulté assez précis. Euh, Un comparable à la maison individuelle sur ce coût des travaux d'études, et un autre également bah, sur le côté copropriété, c'est sur le côté de la structuration. Aujourd'hui, sur les données que nous avons pu avoir avec le registre national d'immatriculation des copros, on est à 6,4% des copropriétés qui sont matriculées, qui sont gérées par un syndic non professionnel. Ce qui en soi n'est pas mal ou moins bien. Ils ont un gestionnaire. Euh, En tout cas, 11% des copropriétés immatriculées de moins de 10 lots sont générées également par des syndics non professionnels. Et sur cette plateforme, il y a un statut aussi qui est de sans syndic connu, c'est-à-dire que plus de la moitié des copropriétés de moins de 10 lots sont signalées comme sans syndic connu. Donc c'est soit on n'a pas enregistré la personne syndic bénévole, soit on a enregistré qu'il n'y avait pas de syndic. Donc voilà sur le côté aussi de la difficulté de la structuration en copropriété, en petite copropriété. Donc si vous le voulez bien, bah, je vais passer sur des points d'attention particuliers euh, sur lesquels, voilà, pour un accompagnement réussi, il va falloir avoir un œil vraiment plus appuyé que d'habitude. Du coup, bah, sur le niveau organisationnel, comme on vient de le voir, parfois il peut y avoir la possibilité de faire des mises à jour d'état des lieux descriptifs des divisions. Donc c'est un document de copropriété qui va référencer et distribuer les espaces à chacun, euh, des espaces individuels comme des espaces communs pour faire une clé de répartition, entre autres. Ben, ces mises à jour d'état des lieux descriptifs des divisions pour des très vieilles copropriétés, voilà, bah, déjà ça peut avoir un certain coût, il faut passer par un géomètre. Et puis bah, dans des centres-villes anciens où des copropriétés ont pu évoluer, parfois on peut se retrouver avec une toiture pour deux copropriétés. Enfin, voilà. Donc voilà, vraiment la mise à jour de cet état des lieux, état descriptif des divisions est extrêmement important pour pouvoir avancer sereinement. Donc, veiller aussi donc, à ce qu'il soit bien inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés, hein, qui est une des conditions d'obligation d'obtention des aides. C'est important de le rappeler. Donc voilà, dès le début de projet, vraiment veiller à ce que tout cela soit coché. Et puis bah, après, voir aussi les possibilités éventuelles de syndics coopératifs, de syndics en ligne qui se développent de plus en plus. Euh, et puis bah, j'ai mis un point d'interrogation parce que voilà, on remarque aussi la difficulté pour les petites copropriétés, parfois avoir la possibilité d'être accompagné par un syndic professionnel. Donc c'est d'où le point d'interrogation. Euh, voilà. En tout cas, voilà, d'être structuré par un état des lieux et puis qui est en syndic, voilà, c'est une des conditions vraiment. Il faut avoir un œil particulier en début d'accompagnement. Et puis, bah, il faudra aussi un œil sur plutôt les contraintes techniques. Pour le coup, pourquoi on a voulu en discuter? On se retrouve très souvent avec des projets qui parfois n'ont pas la nécessité pardon, d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre. C'est pas toujours. Euh, et pour le coup, il faut avoir un œil un peu vraiment focus sur certaines précisions techniques, notamment comment on va aborder les occultations, si on fait une isolation par extérieur. Des points de détail qui, sur des projets de copropriété conséquentes, accompagnés par une équipe de maîtrise d'œuvre, voilà, l'équipe de maîtrise d'œuvre va souvent être force de proposition. Là, souvent, ça peut être l'accompagnateur qui peut avoir ce regard-là. Également sur le choix du bâti, sur le choix des matériaux, du fait du bâti ancien pour la respirabilité, euh, les mitoyennetés, euh, comment on va les gérer. Voilà. C'est toutes ces contraintes techniques, voilà, où il va falloir un œil encore plus acerbe que pour la grosse copropriété où, de manière générale, il y aura plutôt une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera présente. Euh, N'empêche qu'on vérifie toujours, mais voilà, là, souvent, on peut se passer d'un maître d'œuvre, et pour le coup, ces contraintes sont à mettre assez vite en place.
pour en discuter avec les conseils syndicaux. Et puis, bah, dans les contraintes, hein, comme on a fait le parcours de comment était une petite copro et souvent comment elles sont, euh, on se rend bien compte euh, qu'il y a la contrainte architecturale. Donc, pour les centres-villes anciens, on peut aussi avoir le besoin de l'aval de l'archi-conseil, enfin des architectes pardon, des bâtiments de France, et puis bah, aussi de travailler du coup, avec un archi-conseil. Comme vous voyez là, par exemple, sur la photo que je vous présente, euh, typiquement des volets bois en verre, leur projet de rénovation énergétique, on ne pourra pas faire autre chose, à mon avis, que de reproduire ce type de fermeture, ça c'est certain. Et même sur les couleurs, peut-être qu'on n'aura pas trop de levier pour faire du changement. Et puis aussi, sur la photo qui vient apparaître en haut de votre écran, euh, les lignes horizontales qui sont très souvent à reproduire, soit en saillie, c'est-à-dire qui débordent, soit parfois on peut voilà, discuter un petit peu et avoir des autorisations de faire des effets de peinture. En tout cas, voilà, ça va être vraiment des contraintes qu'il va falloir rentrer euh, en compte dès la préparation du projet, ou comme la dernière photo, voilà, concrètement, ce type de mur, on ne pourra pas masquer les pierres ou refaire à l'identique, ce qui est relativement pas complexe, mais très onéreux. Ensuite, dans les points d'attention aussi particuliers, c'est tout ce qui va être les calculs de gains énergétiques. Euh, donc, comme vous le savez, aujourd'hui, pour aller chercher les aides majoritaires, principales qui sont MaPrimeRénov' copropriété, on se doit d'avoir un gain énergétique minimal. Et du coup, lorsqu'on va juger si voilà, on va dans une direction qui peut permettre d'y bénéficier, l'estimation du 35% de gain d'énergie n'est pas toujours très aisée, sachant que ce 35% de gain d'énergie est obligatoirement sur des travaux collectifs communs. Donc, comme on a vu, si il n'y a pas de chauffage collectif et si on a des façades remarquables, voilà, est-ce qu'on va avoir la capacité d'arriver aux 35%? Bon, c'est toujours une estimation qui est quand même moins aisée que certains bâtiments des années 70 de 150 logements qui sont beaucoup plus simples à préjuger du gain énergétique. Et puis aussi sur quelle stratégie utiliser. Est-ce qu'on va passer par un calcul réglementaire d'un bureau thermique fluide euh, directement? Est-ce qu'on va passer par un DPE euh, qui pourrait faire office d'une première base d'informations sur l'état énergétique et des pistes énergétiques à suivre? Voilà. Donc souvent, il y a quand même, notamment quand on va passer par des DPE collectifs, il y a aussi beaucoup de versions de DPE pour essayer de trouver cette sortie de gain énergétique à plus de 35. Et puis, bah, voilà, on l'a mis aussi en 2027, les décrets sont sortis. Il y aura un audit énergétique réglementaire obligatoire qui va arriver, qui est en train de rentrer dans les lignes. Et puis, sur le dernier point, vraiment de particularité, c'est aussi sur les financements. C'est-à-dire aujourd'hui, quel financement pour la quote-part de travaux. Donc, vous voyez bien, lorsqu'une assemblée générale vote un projet de travaux, il est censé avoir le budget total de l'opération avant de lancer les travaux. D'où les prêts collectifs, mais en effet, les prêts collectifs pour les copropriétés en gestion bénévole, il est extrêmement compliqué. Et l'éco-prêt à taux zéro individuel sur des codes-parts, pareil, ça fera l'objet pardon, du retour d'expérience. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Du coup, pour ma partie, je vais terminer sur les leviers quand même pour réussir. En un, c'est vraiment voilà, la prise en compte accrue du facteur humain. Euh, au- un projet de rénovation copropriété, il y a un facteur humain très important, quelle que soit la copropriété. Mais du fait de la petite taille, on va avoir beaucoup plus d'interactions avec les occupants ou les propriétaires bailleurs, qui parfois, dans une très grosse copropriété, peut être plus noyés. Donc voilà, il y aura vraiment une prise en compte accrue de ce facteur-là. Ensuite, il y aura aussi de veiller qu'il y ait une bonne structuration en amont de cette copropriété, euh, comme on l'a vu, hein, avec notamment l'état descriptif des divisions.
Bah, pour cela, il faut absolument être bien accompagné. Donc, sur l'accompagnement organisationnel, il faut vous appuyer sur vos ADIL, hein, sur les agences départementales d'information sur le logement, qui peuvent vous accompagner donc, à réécrire des états descriptifs d'indivision. Sur l'accompagnement technique et financier, également avec votre espace France Rénov', qui donc sont les personnes qui vont vous accompagner. Euh, et puis les accompagnements de copropriétaires, type association des copropriétaires, euh, aussi s'appuyer sur les conseils, les archi-conseils qui sont sur les territoires, voilà, qui sont là aussi pour vous accompagner sur des projections architecturales. Bah, pour arriver à cela, si on a besoin de passer par une maîtrise d'œuvre qui est soumise à une obligation notamment de coûts de travaux subventionnables, qui est aujourd'hui basé pour avoir le droit aux aides de l'ANA à 100 000 euros. Dès lors qu'on a 100 000 euros de travaux subventionnables, on a l'obligation de passer par une équipe de maîtrise d'œuvre, bah, veiller qu'elle soit le plus adaptée techniquement, qu'elle ait des compétences architecturales si le cas le demande, euh, d'avoir les bonnes références thermiques et puis économiques aussi, et veiller aussi à ce qu'ils proposent dans leurs accompagnements vraiment beaucoup de restitutions avec les copropriétaires, la communication, le facteur humain pour l'équipe de maîtriseurs est aussi très importante. Et je finirai par le fait d'éviter de se précipiter, de vraiment y aller étape par étape. Euh, euh, voilà, parfois déposer une demande de préalable de travaux, ça peut mettre quelques mois avec des retours qui font qu'on va changer l'angle de vision du projet. Voilà, donc ce sont tous ces leviers pour lesquels il faut avoir une attention très particulière pour aller accompagner au mieux les petites copropriétés. Voilà pour ma part. Est-ce que si tu veux reprendre la main? Oui, tout à fait, merci. Alors déjà pour répondre aux quelques premières questions, le gain énergétique de 35%, c'est une des conditions obligatoires à remplir par la copropriété dès lors qu'elle veut s'inscrire dans le parcours MaPrimeRénov' copropriété. Donc tout simplement pour avoir accès à ces aides-là, il faut prouver qu'il y a ce gain de 35% sur le programme de travaux qui est envisagé. Ce gain de 35% n'est réalisé, n'est obtenu que via la réalisation d'un calcul thermique qui est réglementaire, donc suivant la méthode 3CLDPE, et ne peut être réalisé que par des bureaux d'études qui sont qualifiés. Dans certains cas, ça peut potentiellement être un DPE collectif qui pourrait justifier, mais c'est plutôt dans de rares occasions. Il faut retenir plutôt que c'est un bureau d'études thermiques qui doit le réaliser suivant la méthode 3CLDPE. Et l'architecte, est-ce qu'il peut réaliser cette étude de gain? Alors justement, il faut que le professionnel qui fasse ce calcul soit qualifié. Il y a plusieurs qualifications. Il y a l'AFNOR, il y a OPQ IBI, il y a RGE études, et après, il y en a d'autres que je n'ai plus en tête. Donc, c'est possible pour un architecte, s'il a suivi une formation ou un parcours pour prouver qu'il peut faire ce calcul thermique pour du logement collectif. Ça peut être envisageable, mais là, après, c'est des questions un peu à creuser un peu plus, notamment à l'échelle des différentes structures, à l'échelle plus locale. Voilà. Donc, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. C'est un relais. On va maintenant passer sur la deuxième partie du webinaire avec un retour d'expérience. Donc, comme l'a dit Richard tout à l'heure, on accueille Madame Boursier avec nous aujourd'hui. Alors, je vais juste partager mon écran avant de commencer mon laïus. Alors, Richard, si tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît. Super, je tente de partager le mien. Alors, audio, participant, plus partager. Je vous partage ceci. Hop, et je vais vous mettre.
Voilà, est-ce que vous voyez bien l'ensemble de la diapositive? Très bien, merci. Alors, pour cette deuxième partie, voilà, retour d'expérience. Alors, avant de laisser la parole pour des questions qui sont posées à Madame Boursier, un contexte, voilà, vous présenter rapidement quel était le projet. Donc, ça s'apparente à une grosse maison, finalement, donc de deux logements, donc située à Saint-Alban-en-Laise. Donc, c'est dans la communauté de communes de Grand-Chambéry en Savoie. 121 mètres carrés chauffés au total, maison construite dans les années 50. On retrouve trois niveaux en fait, donc le rez-de-chaussée qui comprend des volumes qui ne sont pas chauffés, au R+1 un appartement, au R+2 un deuxième appartement, et on retrouve, comme on peut le voir sur la photo, sous la toiture, donc un espace grenier-comble qui lui aussi n'est pas aménagé. Euh, on retrouve également pour rentrer dans cette maison une porte d'entrée qui donne accès à une cage d'escalier qui va ensuite desservir donc les deux logements qui sont donc bien dissociés. Euh, donc là, par exemple, vous pouvez voir, donc les travaux ont été terminés. Donc là, vous avez la même maison qui a fait réaliser les travaux. Je vais vous les présenter à l'instant. Alors juste en termes d'historique, donc en fait, les deux copropriétaires ont pris contact avec l'ASDER. Nous, l'ASDER, on anime le service public de la rénovation énergétique sur la Savoie et également de la communauté de communes de Grand-Chambéry. Donc il y a eu un premier rendez-vous où ça a pu enclencher une visite justement de cette maison qui a une copropriété pour expliquer un petit peu justement le cadre réglementaire, le fonctionnement des subventions et déjà un petit peu les travaux qui pourraient être envisagés à l'échelle de la copropriété. Bien que ce soit une copropriété de deux, on a quand même toute cette lourdeur, d'une certaine manière, d'obligation à remplir pour pouvoir faire émerger un projet qui est étiqueté projet copropriété, donc sur des travaux qui sont financés par les deux copropriétaires. En 2022, il y avait eu une première rencontre avec l'architecte conseil de la commune, l'immatriculation qui était en cours parce que ça fait partie des conditions pour aller chercher des subventions, comme l'a expliqué Richard. Et puis en même temps que ces démarches, en fait, les réflexions étaient un peu gelées parce que en 2022, le contexte un peu géopolitique, économique, on va dire, a fait que on avait des évolutions des coûts des matières premières, des devis d'entreprises qui doublaient sur certains lots de travaux, et ça ne rassurait pas les personnes à s'engager dans des projets de rénovation globale, avec des coûts qui peuvent être déjà assez importants en dehors de ce contexte-là. Donc ça a un petit peu gelé, on va dire, ces réflexions, les démarches. En 2023, ça a redémarré d'une certaine manière en faisant réaliser un DPE collectif, donc pour essayer de prouver l'atteinte du gain de 35% qui permettait d'aller chercher des subventions pour les deux copropriétaires. Le projet s'est défini avec l'isolation des façades, le retrait des volets existants pour mettre en place des volets roulants, et puis étudier la mise en place de deux ventilations mécaniques contrôlées individuelles, donc une VMC dans chaque appartement. Ce sont les copropriétaires, on va y revenir juste derrière, qui ont consulté les entreprises directement. Il n'y avait pas sur ce projet de maîtrise d'œuvre ou d'architecte, notamment pour des questions financières, parce que c'était des coûts assez importants de passer par ces prestataires. Et puis déjà à ce moment-là, plusieurs allers-retours avec des organismes bancaires pour réfléchir en amont sur les solutions de financement pour ce type de projet. En 2024, des devis étaient récupérés, tant bien que mal, une banque a pu proposer des prêts pour financer ces travaux. Il y a eu un accompagnement par l'AMO financière, donc sur notre territoire à Grand-Chambéry. Il se trouve que c'est l'opérateur Urbanis qui a pu faire ce travail-là pour accompagner sur les dossiers de subvention collective et à l'échelle locale. Il y a également eu la déclaration préalable qui s'est opérée, étant donné que les travaux allaient porter sur le bâtiment et sur l'aspect du bâtiment, il fallait une déclaration préalable pour autoriser la réalisation de ces travaux. Et en 2025, donc les travaux ont été réalisés beaucoup plus rapidement que la prise chronologique que je viens de vous présenter. Donc les travaux sont terminés et aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir justement que vous ayez des retours très concrets de ce qu'il en est de rénover une grosse maison quand on est deux et qu'on est donc une copropriété.
Très rapidement, pour vous dire ce qu'il en était, ce qui a été fait sur ce bâtiment, c'était une isolation par l'extérieur, donc en polystyrène. Alors, c'est pas graffité, c'était blanc, il me semble. Non, 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 il était Oui, graffité. graffité, pardon. Polystyrène graffité au niveau des façades. La mise en place donc de volets roulants sur les différentes menuiseries qui donnent directement en façade, et donc la pose de ventilation mécanique contrôlée, hygroréglable dans chaque appartement. Le gain énergétique qui a été calculé par ce DPE collectif qui a pu faire un scénario en prenant en compte ces travaux était de 44% de gain d'énergie à l'échelle de la copropriété. Le coût total, c'est-à-dire le coût de ces trois entreprises plus le DPE collectif, s'élevait pour la copropriété à 42 300 euros. Et les subventions qui ont pu être obtenues donc correspondaient aux aides de l'État sur les travaux et la réalisation du diagnostic. Donc c'est une aide collective, c'est un montant, c'est cette aide-là qui a été attribuée à la copropriété puis redistribuée à hauteur du coût des tantièmes de chaque copropriétaire. Des C2E, certificats d'économie d'énergie, qui ont pu être valorisés directement par l'entreprise de façade, et des aides individuelles pour une des deux copropriétaires auprès du département avec le dispositif Savoir Rénov Énergie. Alors, du coup, on va pouvoir entamer les quelques questions-réponses. Donc, Madame Boursier, première question par rapport à ces travaux, comment vous les avez financés? On les a financés grâce à l'éco-prêt à taux zéro individuel qui nous a été accordé par une banque après plusieurs démarches parce qu'au départ, les banques exigeaient un éco-prêt collectif. Et ma copropriétaire et moi-même avions décidé que nous ne ferions pas d'emprunt pour la copropriété. C'était un peu risqué, puis on n'avait pas les mêmes besoins d'emprunt. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que les prêts, les versements des prêts sont effectués comment? Il faut d'abord montrer les factures. Donc, il faut aussi avancer l'argent, aussi bien pour les subventions que pour les travaux. Je complète également sur le fait qu'on retrouve sur d'autres projets que les éco-prêts à taux zéro individuels peuvent être assez compliqués à obtenir pour une copropriété, étant donné que souvent ils vont réclamer des factures qui sont individuelles de travaux. Pour autant, on est sur un projet de la copropriété et les factures sont au nom de la copropriété. Donc là, ce qui a pu être défendu aussi, c'était les quotes-parts Oui, nominatives signées pour prouver que voilà, c'était bien un projet de la copropriété, mais avec des prêts individuels. Euh, et que des fois, il se trouve que voilà, nous, les retours que l'on a aussi, c'est que sur d'autres projets, les banques sont pas très friandes de ces éco-prêts à taux zéro individuels pour de la copropriété. Donc, des fois, elles peuvent peut-être faire traîner un peu les choses ou demander des documents qui sont pas obligatoires, mais dont elles ont le droit de demander pour pouvoir finaliser les dossiers. Donc voilà, ça peut être un peu un parcours du combattant, c'est possible. Et ouf, finalement, à la fin, le versement des prêts est arrivé oui, relativement en temps et en heure. très rapidement. Voilà. Deuxième question, comment avez-vous choisi votre programme de travaux? Eh bien, on l'a choisi après avoir fait un diagnostic énergétique qui incluait dans ce diagnostic l'évaluation du gain en fonction des travaux. Donc, on voulait absolument obtenir ma prime rénov pour des questions financières. Et donc, on devait avoir ce gain de 35%. Donc, dans le bouquet de travaux proposé par l'étude thermique, on a choisi ceux qui nous permettaient d'avoir ce gain de 35%. Et pour les volets roulants? Alors, pour les volets roulants, c'est un peu plus, pas compliqué, mais c'est différent. Disons qu'aucune des entreprises qui réno- qu'on avait, auxquelles on avait demandé des devis pour la façade ne souhaitait réinstaller des volets en bois. Alors, toutes nous ont dit que le coût était exorbitant, c'était surtout les gonds, voilà, pour chaque volet.
Donc, on a très vite abandonné l'idée de remettre nos volets en bois, un peu influencé par les entreprises. Mais au final, on n'est pas mécontent quand même. Très bien, merci. Troisième question, pourquoi ne pas avoir recouru à une maîtrise d'œuvre? Pour une question financière. Nous sommes deux dans la copropriété. On voulait faire ces travaux, mais pas un coût exorbitant. Donc, voilà, on a fait l'impasse sur une maîtrise d'œuvre. Alors, quels ont été, du coup, du fait de ne pas être passé par une maîtrise d'œuvre pour des raisons financières, quels ont été justement les aléas ou les imprévus, que ce soit peut-être en amont ou même pendant le chantier? Euh, Pendant le chantier, le gros imprévu, c'était que l'entreprise a sous-traité en fait à une autre entreprise et on elle ne nous l'a pas dit. Moi, je m'en suis rendu compte assez tardivement, une fois que les travaux étaient largement commencés. Bon, voilà, c'est autorisé, mais on aurait aimé le savoir avant. Voilà. Les autres aléas, c'est qu'il y a eu des travaux qui n'avaient pas été comptabilisés dans les devis, notamment au niveau des conduites d'eau pluviale. Alors, la pose et la dépose avaient été comptabilisées, mais pas le changement, par exemple. Et il était hors de question de remettre les vieilles gouttières qui auraient esthétiquement, qui n'auraient pas été avec la façade. Donc voilà, c'était un premier imprévu. Et puis il y a eu aussi un deuxième imprévu au niveau d'une casquette, c'est-à-dire d'une petite avancée euh, du mur qui n'avait pas été, la rénovation n'avait pas été comptabilisée. Donc il a été comptabilisé en plus un réagréage et une peinture incrépie de cette petite casquette. Donc voilà, ça, on n'avait pas vu que c'était pas compté dans les devis. Voilà. Au niveau du matériau, le polystyrène, alors ça a été une grosse déception parce que c'est un matériau que l'on retrouve partout. Encore maintenant, on trouve plein de petites billes de polystyrène. Et voilà, si on avait été averti du, du moins des conséquences de l'utilisation de ce matériau, je pense qu'on ne l'aurait pas choisi. En même temps, au niveau des coûts, c'était le matériau le moins cher. Donc voilà. Mais ça aurait été à peser quand même. Ensuite, pour la VMC, oui, c'est vrai que la VMC, alors, elles sont individuelles. Il y en a une qui est installée dans le grenier et l'autre dans la cave d'un des copropriétaires. C'est assez inesthétique et en plus dans le grenier, ça empêche la circulation. Enfin, ça gêne beaucoup la circulation dans le grenier et ça, on ne l'avait pas anticipé avant. On n'avait pas une image des travaux finis. On n'avait pas compris qu'il y avait des gaines qui passeraient un petit peu partout, quoi. Hmm. Et puis, il y avait les Voilà. volets roulants aussi, Alors, hein. les volets roulants, oui, là, il y a eu une- peu d'explications et puis une mauvaise entente entre les entreprises parce que on pensait au départ que les caissons des volets roulants seraient intégrés dans l'isolation, alors qu'en fait, non, ils étaient trop larges pour être intégrés. Et voilà, je pense que la communication entre l'entreprise de volets roulants et de pose de volets roulants et l'entreprise de rénovation de la façade n'a pas bien fonctionné. Bon, au final, on a des coffres apparents, mais ça ne nous gêne pas. C'est plus esthétique que tout caché. On ne voit pas sur les photos, mais Hmm. Ouais, très bien, merci. Du coup, avec tout ça, quels ont été aujourd'hui les principaux freins que vous avez pu identifier justement au projet, même si celui-ci est allé jusqu'au bout? Quelles étaient un peu les difficultés une ou les difficulté, freins? c'est déjà de gérer un tel projet à deux, même s'il y a des organismes d'aide. On devait quand même décider à deux de ce qu'on faisait comme travaux. Donc, en cas de désaccord, il n'y avait pas vraiment de tiers. Ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, voilà, il faut avoir vraiment les mêmes philosophies et puis les mêmes moyens financiers pour se mettre d'accord.
Ensuite, les démarches très laborieuses pour l'obtention des prêts, pour savoir quelles subventions on va avoir. Euh, voilà. Euh, c'est quand même oui, ça demande beaucoup de démarches pour mettre le projet, pour mener le projet à terme. Bon. Ensuite, donc, bah, par rapport à ça, si ce projet était à refaire, maintenant que vous avez plus d'informations qu'au début, que vous avez pu expérimenter ce parcours, qu'est-ce que vous auriez souhaité changer ou qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être à d'autres copropriétés de deux ou trois logements ou des choses où vous dites ça vaut le coup de... Oui. Bah, peut-être plus d'informations sur l'aspect technique, surtout sur les nuisances du polystyrène, sur la mise en place de la VMC. euh, Peut-être avoir une aide effectivement pour bien lire les devis, puisqu'on avait faire 3 devis pour chacune des entreprises, pour chacun des travaux. Et voilà, ils ne sont pas tous rédigés de la même façon, donc peut-être une aide pour les lire. Peut-être effectivement un maître d'œuvre aurait fait ce travail. Voilà, c'est son métier, mais nous, on n'a pas tout vu. Et si c'était à refaire, sûrement qu'on se ferait aider. Voilà. Pour l'obtention des prêts aussi et des subventions, c'est pareil. Peut-être une aide plus efficace, j'allais dire, mais voilà, ça tâtonne beaucoup, on revient en arrière, on nous demande certains papiers, 2 jours après, d'autres papiers, et ça, peut-être une aide plus appuyée. Très bien. Merci. Et donc la dernière question, bah, finalement aujourd'hui, malgré ces freins, ces difficultés, quelles sont vos satisfactions, quelles qu'elles soient? Mais là, on a constaté avec la canicule peut-être un meilleur confort d'été. Du moins, les températures ont moins grimpé que chez nos voisins qui ont des appartements, pas des maisons construites dans les mêmes matériaux. Donc voilà, on peut comparer que comme ça pour l'instant. La mise en place de la VMC, c'est vraiment un gain pour le confort, aussi bien au niveau aération, ventilation. Voilà, on pensait que ça ferait un peu de bruit, mais non. On est très contente parce que c'est très silencieux. Enfin, c'est pratiquement inaudible. Il faut vraiment rien faire pour m'entendre. Euh, voilà, les travaux sont correctement réalisés, donc l'esthétique nous plaît bien. Euh, voilà, et comme je disais tout à l'heure, les coffres de volets roulants apparents, on a trouvé que c'était plus joli qu'une façade toute droite. Comme sur la photo d'ailleurs, parce que la Hmm. photo a été prise avant que les volets roulants soient posés. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Euh, la grosse satisfaction aussi, c'est l'aide de la DIL. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais ils nous ont vraiment aidés sur l'aspect juridique, notamment les comptes rendus des PV d'AG. Parce que c'est vrai qu'à deux, l'inquiétude, c'était de savoir euh, comment l'autre allait payer. C'est-à-dire, on peut pas obtenir l'argent, une avance de fonds, puisque ça se fait que sur facture. Donc, quand les travaux sont faits, donc il fallait être sûr que l'autre copropriétaire puisse payer. Et justement, la DIL nous a bien aidé dans la rédaction des PV d'AG pour se protéger mutuellement. Voilà. Très bien. Merci, Madame Boursier. Juste de mon côté, encore une minute pour conclure un petit peu sur ce retour d'expérience, avant de laisser place à 10 petites minutes de questions. C'est vrai que, alors je vais peut-être parler en mon nom, mais les copropriétés de 2, 3 ou 4, c'est vraiment des accompagnements qui sont très différents des copropriétés de 20 logements ou plus, on va dire, dans le sens où comme on l'a identifié avec Richard, il y a très souvent pas de syndic professionnel. On se retrouve sur voilà,
souvent des grosses maisons ou des architectures qui sont très spécifiques. On n'est pas, si je grossis un petit peu le trait, sur des blocs béton des années 60 avec 30 logements dedans. Donc voilà, il y a plusieurs particularités. Il y a beaucoup moins de moyens aussi, on l'a identifié. Les coûts des études, les coûts des diagnostics et les coûts de maîtrise d'œuvre ramenés au logement sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut avoir sur des copropriétés d'un volume plus gros. Et donc, ça limite, même dès le départ des réflexions, ça limite toute démarche, toute initiative de lancement de projet. Donc, c'est vrai que nous, à Laser, on fait des rendez-vous avec tout copropriétaire qui nous le demande. Et souvent, en l'espace d'une heure et demie, on peut déjà discuter de l'ensemble de ces informations-là. Et très souvent, rien ne va ressortir parce que juste le coût des études effraie, rend inaccessible l'accès à ces subventions. Et également, ces subventions comme celles de l'État, finalement, ne sont pas spécialement adaptées à des petites copropriétés. On a également des coûts de travaux qui sont plus importants. Tout ça mis bout à bout ne rend pas les choses faciles. Que les maîtrises d'œuvre ne soient pas retenues, ça peut s'expliquer. Mais derrière, voilà, le retour d'expérience nous montre que, nous, accompagnateurs, dans le cadre du service France Rénov, on n'est pas maître d'œuvre non plus, on n'est pas bureau d'études, donc on n'a ni forcément les compétences, ni le temps aussi pour pouvoir faire un travail rigoureux d'analyse de devis, de consultation, d'accompagnement. On essaye de faire plus attention sur les petites copropriétés. Et on va continuer de le faire encore plus avec ce retour d'expérience. Et c'est vrai qu'on est limité par ce que nous demande le service public. Donc c'est un premier point. Et qu'en effet, pour autant, une petite copropriété, cela ne veut pas dire qu'une maîtrise d'œuvre ne serait pas nécessaire ou même un architecte parce que bien qu'il n'y ait que peut-être deux personnes dedans ou deux foyers, on peut retrouver quand même pour autant tout autant de questions techniques sur les solutions qui peuvent être mises en place, sur le nombre d'entreprises qui peuvent intervenir. Donc voilà, c'est des difficultés aujourd'hui. On essaye de s'adapter et nous, dans l'accompagnement, d'être un peu plus vigilants là-dessus. Mais une fois de plus, c'était voilà, vous montrer que c'est des sujets qui sont importants et où il y a pas mal de projets qui pourraient peut-être émerger un peu plus facilement, prenant en compte ces retours. Merci. Super, Cyril. Juste avant de vous donner la main pour des questions ouvertes, je vais juste reprendre un petit peu les quelques questions qui ont été posées euh, dans le chat. Attendez, est-ce que ça a changé d'endroit? Bon, les volets roulants, hein, c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir sur le chat. On va peut-être réaborder un petit peu entre volets roulants et volets bois. Je reviens juste sur une question sur laquelle je n'ai pas répondu. Parmi les deux définitions juridiques et statistiques, quelle est la définition qui prime? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas de cadre, c'est-à-dire que dans le sens où pour les règlements de petites copro, avoir des allègements sur la rédaction, le déroulé des assemblées générales, c'est en dessous de 5 lots, voilà, ou de 15 000 euros de budget sur 3 ans. Et c'est encore plus assoupli pour les petites copros de deux copropriétaires. Donc ça, c'est une définition qui a juste le mérite d'assouplir les règles de fonctionnement pour les petites copropriétés de 5 ou du budget. Après, sur les aides financières, toute copropriété est éligible à des aides financières avec les autres obligations de gain énergétique, de taux de résidence principale. J'espère que ça répond à la question. Il y avait également une question concernant le registre national d'immatriculation des copropriétés, s'ils tenaient un peu des baromètres des coûts, des prestations des travaux avec résultats, si on récupère un petit peu sur les charges. Voilà, le registre national, il est vraiment là à vocation de structurer. On peut aller voir, toute personne peut aller voir la fiche synthétique d'une copropriété, voir si justement qui en a la gestion. Mais voilà, cet outil s'arrête là. Et après, il y avait quelques questions qui étaient plutôt pour vous, Madame Boursière. Euh, avec quelle banque avez-vous souscrit, notamment? Je trouvais que c'était intéressant. Avec le Crédit Mutuel Enseignant, qui nous a donc accordé notre éco-prêt individuel. Mais il faut savoir que les deux copropriétaires étaient déjà depuis longtemps au Crédit Mutuel Enseignant. Très bien. Alors, il y avait une question sur, voilà, euh, est-ce que la maîtrise d'œuvre, je pense que votre retour d'expérience a répondu à cette question.
sur le fait qu'en effet, hein, il y a des choses que une maîtrise d'œuvre aurait pu accompagner. Donc, c'était quel est le contre-coup de ne pas avoir de maîtrise d'œuvre. Je pense que voilà, votre retour d'expérience a répondu à Hugo. Ensuite, oui, alors le gros sujet des volets roulants, donc c'est ce que vous expliquez, hein, grosso modo, c'est pas, déjà, ils n'étaient pas très pour remettre des volets bois. Et puis, il y avait aussi une notion de coût. Pour avoir accompagné d'autres projets, il me semble que c'est souvent le coût, hein, en fait. Oui, et en même temps, on n'a pas cherché. Ils étaient, les entreprises ont été tellement décourageantes qu'on n'a pas cherché quel aurait été le coût pour reposer nos volets. Il faut dire aussi que les volets n'étaient pas en très bon état et que ça demande un entretien. Donc voilà, ça pesait aussi dans la balance. Après, au niveau isolation, par rapport à l'été, moi je trouve que les volets bois isolent plus que les. Enfin, j'avais plus l'impression de fraîcheur avec les volets bois qu'avec les volets roulants, même si on les a pris thermiques. Ok, très bien. Je balaye encore. Euh, Alors j'avais vu une question sur quel était le mode de chauffage et pourquoi il n'y a pas eu de oui, VMC double flux. Donc je réponds là-dessus. Le chauffage donc est individuel dans chaque logement au gaz qui Mm. fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc déjà déjà finalement ça on est sur des travaux qui seraient individuels si jamais il y avait des évolutions. Donc on sortait un peu du dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Et au-delà de ça, de toute façon, on atteignait déjà presque le plafond des subventions avec le projet dont il était question. Donc, il n'y avait pas de nécessité à complexifier un peu les réflexions par rapport à ça, hein. Déjà en termes de démarche, hein. Après, énergétiquement, on peut toujours faire mieux et on peut même tout faire si on a les moyens. Mais dans l'idée, c'était de trouver un juste compromis entre le coût, l'accès aux subventions et essayer de simplifier des projets techniques qui sont déjà complexes. Pour répondre sur la BMC double flux, les photos l'ont peut-être déjà un peu montré. C'était pas déjà une solution simple d'installer une BMC simple flux. Oui, Donc c'était. une BMC double flux, ça allait complexifier d'autant plus. Et puis je rajouterais que sur de l'existant, il faut vraiment avoir une très très bonne étanchéité à l'air de l'ensemble de l'enveloppe pour pouvoir avoir un système qui soit performant avec des bons rendements, ce qui n'est pas toujours le cas non plus sur l'existant. Donc voilà, et ça coûte également un peu plus cher. Donc le sujet du chauffage, très honnêtement, n'a pas été poussé dans le cadre de ce projet, parce que si on revient au début, il faut se dire que la question c'était on aimerait refaire les façades, hein, notamment et on aurait droit à quoi comme aide? Voilà, ça c'est vraiment le début du début. Et à partir de là, c'est rajouter tous ces dispositifs, tous ces papiers à faire, ce DPE collectif. Il y a des choses belles qui n'étaient pas prévues au début, qui aujourd'hui sont bien appréciées, comme la ventilation et les volets roulants. Mais ça a déjà grossi, on va dire, dans le périmètre des études. Et c'était, une fois de plus, de trouver un compromis pour une faisabilité qui puisse permettre la réalisation des travaux. et il y avait aussi une question de Hamza. Si on avait les textes législatifs qui précisent l'aide octroyée à une maîtrise d'œuvre, parce que j'ai un peu répondu que on pouvait avoir des aides aux études. Pour répondre à votre question, normalement, c'est en accès libre sur les documentations de MaPrimeRénov'. Les aides, ils décrivent bien sur l'aide à la copropriété, le montant des aides disponibles pour des études de maîtrise d'œuvre. Mais si jamais vous pouvez nous écrire, on vous répondra avec plaisir. Je ne sais pas si des gens veulent prendre la parole, parce qu'il reste que quelques petites minutes. Alors, j'ai vu une autre question, du coup, je coupe, qui me semble intéressante, c'était avez-vous demandé un devis à un maître d'œuvre? Alors non, parce que dans le sens où nous, l'ASDR, on a déjà sur d'autres projets pu récupérer des devis de maîtrise d'œuvre et même en travaillant pas mal avec ces professionnels sur le territoire, on a déjà connaissance de ces coûts-là. On n'a pas tant de surprises sur le coût que ça peut avoir. Et en fait, l'idée, c'est au début, on s'est un peu épuisé avec certains projets à solliciter des devis, à être étonné du coût que c'était, en recroisant avec des maîtres d'œuvre qui nous confirment que c'est à peu près les ordres de grandeur parce que certains coûts sont incompressibles. Donc c'est là où nous, en tant que conseiller France Rénov, on va essayer aussi, dans les conseils que l'on donne, d'amener ces raccourcis-là et d'éviter des démarches qui nous donneraient des réponses que l'on sait déjà, ou en tout cas les ordres de grandeur que l'on sait déjà et en ce sens-là, on n'a pas demandé de devis pour une maîtrise d'œuvre. Une question sur les prochains webinaires.
Oui, alors le prochain webinaire dans le cadre du MOOC Renoco Pro se tiendra à l'automne. Voilà, plus de précisions à venir pour la suite par rapport à la date qui sera proposée et puis au sujet qui sera abordé également. Mais voilà, rendez-vous à l'automne. En tout cas, très bien. Et ben, je crois on arrive à la fin de cette visio. En tout cas, ben, merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions. Et puis, bah, merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Madame Boursier.